L'école du public choice, un courant très politique. Ce courant de pensée est apparu dans les années 1960 sous l'impulsion de James Buchanan et de Gordon Tullock. Et ce courant entend appliquer la théorie néoclassique au comportement politique des électeurs et des élus, mais aussi aux fonctionnaires, ceux qu'ils appellent les bureaucrates. Parfois présenté comme le courant de l'économie politique, ceci est source de confusion et nous vous proposons de ne pas les désigner de cette manière, simplement de les désigner comme le courant du public choice. On entend parfois aussi en français dire le courant du choix public ou des choix publics, mais ça ne veut pas dire grand-chose, on préfère dire public choice, comme ça c'est plus clairement identifié. Donc, ces auteurs développent une autre version du state failure que ce qu'on a déjà vu dans d'autres parties. Donc c'est l'idée qu'il y a au fond des défaillances de l'État, et donc c'est une réponse à la théorie des défaillances de marché. Mais cette fois-ci, au fond, on aborde les choses sur le plan politique. Il y a des défaillances de l'État sur le plan politique. Cette école de pensée arrive en réaction contre les keynésiens, et elle préfigure de ce point de vue le néolibéralisme sur le plan idéologique. Le public choice se présente alors comme une critique, on pourrait dire de droite, du keynésianisme, puisque nous verrons qu'il y a des critiques de gauche du keynésianisme. Dans ce courant, il y a l'idée qu'il faut appliquer le paradigme de la maximisation sous contrainte au comportement de vote. Tout vote n'est fait par l'électeur que dans la perspective d'obtenir un gain, et les partis politiques ont pour motif d'obtenir le maximum de votes. Les politiciens ont pour but, de leur côté, de tirer le maximum d'avantages personnels de l'exercice du pouvoir. Ils doivent gagner les voix des électeurs en leur faisant des promesses de tous ordres. Et donc, on a des stratégies plus ou moins complexes où il faut leurrer les électeurs sans perdre leur voix. Donc, Buchanan et Tullock développent la thèse qui est présente chez les monétaristes du cycle politique. C'est l'idée que, à la veille d'élections importantes, le gouvernement prend des mesures démagogiques afin de gagner des voix, en augmentant les dépenses et en manipulant la masse monétaire. Donc, c'est une critique ouverte et c'est une réinterprétation du keynésianisme, ce qui peut provoquer des effets favorables à court terme, mais, disent-ils, des effets qui sont toujours défavorables à long terme. Dans le public choice, les gouvernants sont vus de manière inverse à l'approche keynésienne. Ils sont cyniques et opportunistes. Les politiques et les gouvernants utiliseraient l'État et l'administration pour servir uniquement leurs propres intérêts catégoriels et pour se faire élire, et donc pour développer le clientélisme en servant d'autres intérêts catégoriels qui pourraient leur être favorables. On trouve une similitude dans cette approche avec les marxistes dans la mesure où les uns comme les autres ne souscrivent pas à l'idée de la bienveillance et de la neutralité de l'État qu'on trouve chez les classiques et chez Keynes. Mais subsiste entre eux, malgré tout, une différence de taille. Les marxistes considèrent comme fondamentale la question de la reproduction de la structure de classe quand ils abordent le rôle de l'État, et on ne trouve absolument rien de tel dans l'école du public choice, qui ne retient que l'existence de groupes de pression, plus ou moins clairement définis, selon les circonstances étudiées. L'approche du public choice est aussi très différente de celle de l'équilibre général de concurrence parfaite, puisque dans l'équilibre général de concurrence parfaite, vous le savez, il y a une entité bénévole qui cherche à mettre en œuvre une affectation optimale au sens de Pareto. Donc pour ces auteurs, le caractère bénévole doit être remis en cause. Il faut être néoclassique jusqu'au bout, nous disent Buchanan et Tullock. Et donc, c'est pour éviter les méfaits des hommes politiques et des bureaucrates qui ne cherchent que leur propre intérêt
qu'il propose de limiter au maximum ce qui relève de la sphère publique. Mieux vaut la soumettre à des règles très contraignantes et laisser faire le privé, laisser faire le marché. Alors, quelles sont les critiques que l'on peut adresser à l'approche du public choice? Tout d'abord, une critique très classique, mais très importante. Comme pour toutes les théories qui postulent que l'homme est strictement égoïste, on peut imaginer que ça doit être vrai pour ceux qui énoncent ces théories, et donc on ne peut pas imaginer que eux-mêmes soient désintéressés, si bien que, à leur tour, leurs propositions théoriques pour réformer nos démocraties vers moins de pouvoir économique pour le gouvernement sont sujettes à caution. Comment peuvent-ils justifier que leurs propres propositions soient nécessairement bonnes pour la communauté? S'agit-il d'un pur intérêt personnel de leur part? Est-ce qu'ils font carrière d'une manière ou d'une autre en promouvant ces idées? Espèrent-ils plaire davantage à certains comités ou à d'autres qui pourraient leur donner une promotion? Mais dans ce cas-là, en fait, ils font comme s'ils étaient, eux, au-dessus de la mêlée et des intérêts particuliers, alors que on ne voit pas pourquoi cette exception ne concernerait que les auteurs et les adeptes de la théorie du public choice. Donc ça, c'est un problème épistémologique qui est archi connu, qui est celui du statut de l'observateur. Le théoricien a tendance de faire comme si, finalement, sa posture en sciences sociales était au-dessus des intérêts particuliers, alors que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et on trouve très souvent dans la théorie néoclassique ce problème-là. Le théoricien néoclassique a tendance à oublier qu'il est en fait partie prenante du monde qu'il décrit dans ses modèles. Autre critique à propos de l'organisation sociale du marché. Il n'y a pas d'analyse de l'organisation sociale du marché. Ils partent toujours du principe que les relations par le marché sont plus efficaces comparativement à l'État et aux administrations publiques, mais ils ne disent pas quelle est la forme d'organisation sociale du marché, ils ne disent pas comment fonctionne le marché, ils n'analysent pas clairement les mécanismes de formation des prix. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est l'équilibre général de concurrence parfaite? Est-ce autre chose? La chose n'est pas claire. Or, l'État intervient pour organiser les relations marchandes, nous l'avons vu. Cette idée est claire déjà chez les classiques. Il s'agit au moins de fixer les règles du jeu et de veiller à leur respect. Et donc, bien sûr, le problème, c'est, dans la théorie néoclassique, de leur trouver un substitut quand ces règles du jeu ne peuvent pas jouer, notamment dans le cas de la présence des biens publics ou des externalités. Et donc, l'État joue lui-même, implicitement ou explicitement, un rôle de coordinateur. Le problème de la théorie du public choice, c'est qu'elle n'apporte pas de réponse à ces questions. Et en fait, elle ne peut pas le faire, puisque, nous l'avons déjà vu, la thèse de l'égoïsme universel comme générateur d'organisation sociale est impossible à soutenir.